Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Et voilà, ça y est, c'est fini. Le rideau est tiré sur l'élection présidentielle, mais Libellisé ne prend pas de vacances. Vous avez suivi ce podcast jusqu'à l'Élysée, eh bien vous pourrez le suivre jusqu'à l'Assemblée nationale. Joie, bonheur, Libellisé va continuer à vous faire voyager dans les coulisses d'une vie politique en pleine reconstruction avec, comme point d'orgue, les élections législatives les 12 et 19 juin prochains. On a hâte d'entendre vos questions. Ce podcast, c'est le vôtre. Alors n'hésitez pas à nous écrire et à nous envoyer vos notes vocales sur libellisé@libération.fr. On y va pour un épisode 13. Allez hop, let's go. Emmanuel Macron réélu, Marine Le Pen défaite. Et maintenant, le paysage politique est totalement fragmenté. Les extrêmes menacent et le nouveau quinquennat est promis à de fortes turbulences. Comment l'opposition peut-elle se reconstruire ? Quel rôle pour la gauche quand une très grande partie de ses sympathisants ont appelé à voter Macron ? La cohabitation est-elle la solution pour rassembler le pays ? Libellisé épisode 13, après la réélection d'Emmanuel Macron, est-ce le Big Bang de la vie politique française ? Et on va en parler avec Jonathan Boucher-Petersen, salut. Bonjour. Tu es rédacteur en chef adjoint du service politique, et Lilian Alemania, salut. Salut. Toi, tu es chef du service politique de Libération. Alors l'idée de l'épisode du jour n'est pas de sortir notre boule de cristal, mais de voir comment va s'engager donc cette recomposition politique. Quelques heures après la réélection d'Emmanuel Macron, en fait, on va faire une sorte d'invention du tuning politique. Est-ce qu'on peut dire que, finalement, juste pour faire un point de vue global, est-ce que cette élection finalement a réglé quelque chose ? C'est une bonne question. Est-ce qu'elle a réglé quelque chose ? Elle a mis à jour en tout cas une France fracturée, une France morcelée. Elle a réglé, c'est-à-dire que si l'enjeu de ce deuxième tour c'était l'accession au pouvoir de l'extrême droite, oui, ça on peut dire qu'au moins il y a un soulagement à ce niveau-là. Après quand on commence à regarder dans le détail, on ne peut pas dire qu'il y ait une France macronienne. C'était déjà pas le cas en 2017, c'est moins encore le cas 5 ans plus tard. Président le plus mal élu. Alors c'est ça qu'il y a une forme de paradoxe, quoi. C'est une victoire très nette et en même temps une victoire très fragile. Donc 58%, c'est au-dessus de ce qu'on annonçait pour Emmanuel Macron. Et en même temps, 38% des inscrits, c'est le président le plus mal élu depuis Georges Pompidou en 1969. Ça l'engage. Sachant que Georges Pompidou avait été mal élu parce qu'il n'y avait pas de candidat de gauche au second tour à l'époque. C'est ça, oui, il y avait deux candidats de droite. Alors, là non plus, hein. Juste une chose avant de revenir sur l'avenir, tout de même plus de 40% pour l'extrême droite, plus de 13 millions de voix. Est-ce que ça c'est ce qu'on appelle une vraie tâche finalement aujourd'hui sur la carte politique française ? C'est une progression et une confirmation aussi de l'enracinement du vote de Marine Le Pen. On voit que, notamment dans les zones périurbaines, dans les zones rurales, elle réalise des cartons. Elle est parfois, dans certaines communes, à plus de 60% au second tour. Donc c'est du jamais vu. C'est pour ça que hier, elle parle de victoire, parce qu'elle a grimpé une marche supplémentaire dans l'histoire de l'extrême droite en France. Elle est encore loin du pouvoir, mais elle s'en rapproche. Donc oui, c'est une nouveauté, un enseignement de ce scrutin. Et Jonathan, est-ce que aussi on voit véritablement une France où finalement le vote RN, enfin anciennement FN, s'enracine véritablement aussi ? Oui, le vote s'enracine, ça s'est fait par strate. Ça s'est fait aussi dans un contexte où on a dit que cette élection était une sorte de vote barrage dans les deux sens. Donc c'est vrai que le tout sauf Macron d'un côté, le tout sauf Le Pen de l'autre, en tout cas dans cette dynamique de deuxième tour. C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est le président globalement détesté quand même par une grande partie des Français, ou en tout cas qui crée de l'urticaire. Et en même temps qui a été le réceptacle d'un rassemblement anti-Le Pen. On a le sentiment qu'en tout cas, si ce deuxième tour s'est joué sur la crédibilité, sur la capacité à être président, il y avait un avantage Macron évident. Après, il ne faut pas minorer le fait que Marine Le Pen finit par être... Alors, en l'état, et c'est là où l'irruption, ou en tout cas ce qu'est en train de faire Jean-Luc Mélenchon après le premier tour, est intéressant à observer pour les années qui viennent, pour les mois qui viennent. Mais dans ce mano à mano que personne ne voulait revivre, mais qui s'est quand même imposé comme la nouvelle finale présidentielle, oui, Marine Le Pen, elle a gagné en crédibilité et gagné en capacité à fédérer, au-delà des abstentionnistes qui décident de dire le renvoyer dos à dos, mais tous ces gens qui ne trouvent pas leur place dans la France de 2022. L'irruption d'Emmanuel Macron en 2017,
on a parlé de nouveau monde à l'époque. Et là, on arrive un peu à l'aboutissement de ce que peut être le nouveau monde. On le verra aux législatives et ce que ça donnera à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, la photographie du premier tour et un peu les rassemblements qu'on a vus hier autour d'Emmanuel Macron, on arrive un peu à ce nouveau monde avec la fin du Parti socialiste, la fin de LR qui a fini sous les 5%. Donc on verra, et c'est ça qu'on ne sait pas encore mesurer, la capacité de résistance, notamment de LR et de la droite républicaine dans les circonscriptions législatives. Alors, est-ce que ça nous permet, quand on voit ça, la fin donc de ce nouveau monde, comme tu dis Lilian, est-ce que ça nous permet aujourd'hui de nous projeter à l'avenir, ou alors quand on parle de véritable Big Bang de la vie politique, est-ce que c'est juste ? Oui, c'est un Big Bang qui se fait jamais en une fois et qui, d'ailleurs, la clarification se fait pas, c'est-à-dire recomposer en même temps que ça se décompose. C'est-à-dire, il faut un peu laisser le temps. Le quinquennat est parfois un rythme démocratique trop rapide pour qu'on y voit clair. Mais si on se dit qu'effectivement 2017, c'est la disparition de la gauche dite de gouvernement, le PS, en tout cas sa mise en position totalement minoritaire, que le deuxième étage de la fusée, c'est LR qui finit d'être aspiré par le macronisme. Peut-être que l'enseignement, ça c'était quelque chose qu'on attendait, mais sûrement que l'enseignement le plus majeur ou le plus structurant pour le temps qui vient, c'est qu'on sortirait de cette espèce de bipartisme entre le bien et le mal, qui a à chaque fois fait une finale présidentielle un peu stérile, avec la constitution d'un bloc populaire écologiste, d'un Jean-Luc Mélenchon qu'on découvre presque rassembleur, qui peut-être a rendez-vous avec son histoire, ou en tout cas a compris qu'il y avait une forme d'impasse pour lui et pour la gauche à rester dans des postures de chapelle. Donc ça, c'est pour ça que quand on dit que la vraie photographie de la France, c'est celle du premier tour plus que celle du deuxième, dans ce premier tour. Donc évidemment que c'est porté par les circonstances, mais il y a aussi le niveau d'Emmanuel Macron, il est aussi porté dès le premier tour par une logique de barrage. Donc ça permet pas de... je pense il faut presque le mettre de côté. Marine Le Pen fait partie du paysage, l'extrême droite fera partie du paysage. Et il y a deux blocs qui sont en situation de dire on offre une alternative. C'est le président sortant, mais qui ne sera pas candidat une nouvelle fois. Et avant de retrouver un Macron pour porter le macronisme, franchement, ils vont avoir du mal. Et de l'autre côté, il y a Jean-Luc Mélenchon, les écolos, qui aujourd'hui rassemblent des gens qui ne se parlaient plus ces dernières années. Est-ce que ça veut dire que, si on fait un peu de prospective, ça veut dire qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, imaginons son pari de l'union fonctionne, est-ce qu'il serait en train de remplacer le Parti socialiste comme à l'ancienne finalement ? Oui, c'est un peu sa stratégie, son but. En tout cas, à gauche, il est en train de prendre une position centrale, grâce à ses 22%, grâce à ses mains tendues ces derniers jours, que ce soit avec les écologistes ou un accord législatif est en bonne voie, que ce soit même avec les socialistes. L'autre soir, dans son interview sur BFM TV, il dit qu'il faut mettre de côté les rancœurs. C'est des mots qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre chez lui. Alors, est-ce qu'il y aura des discussions vraiment avec les socialistes, ou est-ce que la volonté vraiment de tuer le Parti socialiste et de le couper en deux en obligeant certains à aller chez Macron et d'autres en les soumettant et en venant chez lui, ça on le verra dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Mais oui, il est à un tournant, Jean-Luc Mélenchon. Il peut apparaître comme le rassembleur, comme celui qui fait l'union. Il a dit qu'il refusait l'union par le haut et par les accords de parti, et il voulait faire l'union à la base. Il a 22% pour pouvoir le faire. Maintenant, il faut que ça se concrétise dans des accords législatifs. Et pourtant, ce qui paraît assez étonnant, c'est que Jean-Luc Mélenchon se présente comme une gauche radicale. Est-ce que quand on est radical, on peut rassembler autant d'électeurs ? Alors, qu'est-ce qu'une gauche radicale ? Est-ce qu'une gauche qui ne l'est plus est encore de gauche ? Est-ce qu'il n'est pas simplement radicalement de gauche ? En tout cas, ce qui a beaucoup été reproché à la gauche dans l'exercice du pouvoir, c'est de ne pas être suffisamment de gauche. Le valsisme n'était pas absolument la définition pure et parfaite de ce que les Français considèrent comme la gauche. Le centre-gauche incarné par Emmanuel Macron, pareil, c'est une version un peu Canada Dry de ce genre de choses. Donc la gauche, elle s'est longtemps définie par le réformisme dans sa capacité à exercer le pouvoir. On sent bien que ça a fait plus de déçus que de convaincus, que ça a aussi été les ferments d'une forme de dégénérescence de l'espace public. Donc si on acte le fait qu'Emmanuel Macron est le représentant de la droite républicaine, sans que ce soit quelque chose d'infamant, et ça ne veut pas dire qu'il ne rassemble pas aujourd'hui des personnalités dont le parcours a été inscrit à une époque dans l'histoire de la gauche, mais voilà, quand on voit Pedro Sanchez, dont on dit qu'il est réformiste en Espagne, il prend des positions que aucun gouvernement de gauche réformiste n'a pris ces dernières années, sur la question du salaire minimum, sur la question du partage de la richesse. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas non plus un révolutionnaire, c'est pas Che Guevara qui voudrait rassembler la gauche, loin de là. C'est quelqu'un qui mature aussi. Le programme de l'avenir en commun, il a évidemment des parts de radicalité qui, à l'aune de l'offre de gauche ces dernières années, apparaissent comme puissantes.
puissante. Voilà, après, à lui aussi, visiblement, ça n'a pas été un obstacle dans la capacité des Français. Il y a une radicalité dans la société française aussi. Et ce qui est nouveau par rapport à 2017, c'est qu'il ne dit pas aux autres partis de gauche ou aux écologistes, c'est mon programme ou rien. Il prend des parties de son programme et il dit, voilà, il faut être d'accord avec ci, avec ça, notamment la retraite à 60 ans. Mais par exemple, avec les communistes, si on n'est pas d'accord sur le nucléaire, c'est pas grave, on peut faire alliance et chacun retrouvera sa liberté de vote à l'Assemblée nationale. Est-ce que tout de même l'âge de Jean-Luc Mélenchon peut être un problème ? Alors il peut être un problème et en même temps il y a certains modèles par exemple de Jean-Luc Mélenchon. Je prends en Amérique du Sud l'ancien président uruguayen Pepe Mujica et avait plus de 70 ans quand il est arrivé au pouvoir aussi. Plus que là c'est la question de la santé et puis il est en bonne santé, il fait monter une nouvelle génération donc on verra dans les 5 ans ce qui se passera sur ce point-là. La question peut être est-ce qu'il va à l'Assemblée nationale ou pas. Ça j'ai l'impression que c'est pas encore tranché non plus dans son entourage mais on le saura rapidement. Est-ce qu'il y a la place pour finalement une social-démocratie, c'est-à-dire vraiment un parti social-démocrate avec des gens du PS, des Verts? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps? Ça existe? Certains, on a vu Carole Delga, par exemple, qui est la présidente d'Occitanie, peut-être essayer de tenter quelque chose. Est-ce que ça existe actuellement? Ça peut trouver l'écho à l'échelle locale ou à l'échelle régionale. Après, si on se dit que Carole Delga, c'est une part du poids du Parti socialiste aujourd'hui, c'est-à-dire quand on commence à se diviser en morceaux 1,7%, on ne peut pas dire qu'on ait une vocation majoritaire dans le pays. Mais encore une fois, Jean-Luc Mélenchon, si on se dit qu'un des enseignements de l'élection, c'est aussi tous ces gens qui sont hors de l'élection, que ce soit par des bulletins blancs ou nuls, que ce soit par l'abstention, on sent bien que c'est quand même plus par des réponses claires et nettes, après qui parfois sont clivantes aussi. Mais l'enjeu de trouver les moyens de redonner envie de politique à toute cette France qui regarde les élections et qui ne se sent plus représentée ou qui n'a plus envie d'y participer, voilà, le vivier qui fera sûrement la bascule dans les élections qui viennent, c'est la capacité à mobiliser les abstentionnistes. Et ça, c'est sûr que, sans faire offense à Carole Delga, ça se joue plutôt quand même dans la proposition puissante, clivante, comme on l'a dit, de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron est réélu, ça serait son dernier mandat, puisqu'on ne peut pas se présenter 3 fois de suite pour l'instant. Est-ce qu'il peut changer de politique? Est-ce que c'est le moment où justement où on ouvre les vannes, on se dit j'ai plus rien à perdre? Il va vouloir laisser une trace forcément. Tous les présidents et notamment tous les présidents réélus ont eu cette volonté-là. Maintenant, il faut qu'il fasse attention. On disait tout à l'heure, c'est le président le plus mal élu depuis Georges Pompidou. Donc, il va devoir prendre des engagements sur la question des inégalités, sur la question du pouvoir d'achat. Laisser aussi comme trace l'extrême droite en succession serait aussi une tâche dans l'histoire de France pour lui. Deux mandats d'Emmanuel Macron aurait abouti à l'extrême droite en 2027. Donc, il va tenter d'empêcher ça. Maintenant, la question du rapport de force interne aussi à la majorité demain dans un futur groupe parlementaire avec le poids d'Édouard Philippe et ses amis va être très important. Il est surveillé aussi comme le lait sur le feu, le maire du Havre et l'ancien Premier ministre, par d'autres personnes à l'intérieur de la majorité, que ce soit Richard Ferrand, que ce soit François Bayrou, et notamment Richard Ferrand qui ne veut pas non plus que les positions de droite prennent le pas sur certaines mesures dites à gauche. Donc oui, il va y avoir du rapport de force interne à la majorité. Oui, et justement, on va dire ce trésor électoral d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il peut profiter à quelqu'un? On parle bien sûr d'Édouard Philippe, mais il paraît tout de même plus libéral même qu'Emmanuel Macron, Édouard Philippe. Oui, il est beaucoup plus libéral et c'est d'ailleurs aussi pour ça que il est de droite, quoi. Donc après d'une droite juppéiste qui, quand on la compare à la droite ciotiste, on finit par se dire qu'elle est d'abord républicaine, mais elle est d'abord de droite. C'est quand même, c'est un conseiller d'État assez content de lui-même, assez psychorigide, qui sur chacun des sujets a quand même été plutôt tape dure, que ce soit sur la question des retraites, sur un certain nombre de marqueurs. On va dire qu'il était toujours quand même dans le pouce au crime d'une certaine manière. Après, Emmanuel Macron, c'est un peu une double dynamique. C'est qu'il y a d'un côté, il est libéré de la perspective d'une réélection. En même temps, à partir du moment où son camp sait qu'il ne sera pas le prochain candidat, il perd un peu la main aussi sur une partie sur certaines personnalités qui peuvent décider de s'autonomiser. Donc l'idée, c'est pas de tuer le père du tac au tac. Évidemment que chacun veut profiter d'abord de ce contexte de réélection qui donne. Mais entre un Emmanuel Macron qui se dit je suis libéré de toute contrainte, donc je vais aller complètement au bout de ce que je suis, entre Emmanuel Macron qui, comme disait Lilian, peut avoir envie de laisser une trace autre que celle d'être celui qui fait que Marine Le Pen gagne 3 millions de voix entre 2017 et 2022. Est-ce qu'il pourrait
peut-être être un homme de sa génération enfin et embrasser les questions climatiques avec un peu plus d'allant. Tout ça, c'est assez loin de la doctrine d'Édouard Philippe. Donc voilà, je pense qu'il y a évidemment une fragilité liée au fait qu'il ne sera pas candidat et en même temps, voilà, avec un président caméléon, un président acrobate comme on a pu le décrire dans les pages, c'est un petit peu difficile de savoir de quel côté la pièce va tomber. On peut toujours croiser les doigts. Alors, il y a une chose, bien sûr, il y a cette politique électorale, et puis il y a la politique au plus grand sens du terme. Les deux candidats au second tour, Marine Le Pen comme Emmanuel Macron, ont promis des changements institutionnels. Notamment, il y a cette proportionnelle. Est-ce que aujourd'hui, ça peut servir à quelque chose, notamment face à l'abstention qui aujourd'hui est grandissante, explosive même aujourd'hui? Est-ce que ce changement institutionnel peut changer quelque chose? Il peut arriver, en tout cas il n'arrivera pas aux législatives qui arrivent là, sauf à faire une proportionnelle intégrale. Et on voit mal Emmanuel Macron l'a décidé d'une proportionnelle intégrale et se priver d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc s'il le fait, ce sera pour ses successeurs. Mais oui, il y a besoin d'une régénération démocratique. Tous les candidats la promettent à chaque élection, ils n'y arrivent pas, soit parce que les institutions actuelles les favorisent, donc ils les gardent. Peut-être que comme il ne sera plus président, il peut se dire, moi, je laisse à mon successeur une autre situation institutionnelle. Maintenant, il faut savoir laquelle. Et puis, il y a quelque chose qui s'appelle aussi le Sénat, qui est le Sénat qui reste à droite, qui va sûrement rester à droite, parce qu'il y a peu d'élections locales. Il n'y aura que les élections municipales dans ce quinquennat qui vient de s'ouvrir, et risque d'être un verrou aux réformes institutionnelles, comme il l'a été au précédent quinquennat. Là, il y a une commission transpartisane qui est un peu la façon de remettre ce sujet au cœur des débats et de trouver une façon de dépoussiérer, désenclaver, donc de créer un peu de représentativité, parce qu'on sent que c'est une limite. Il y avait Richard Ferrand qui était à la radio ce matin qui pesait là-dessus. Après, si on est honnête, c'est-à-dire qu'il y a toujours des grandes proclamations sur le fait il faudrait que, on a bien conscience que, et effectivement, quand on est au pouvoir, on est bien content d'avoir ce système qui crée des majorités quasi automatiques depuis l'inversion du calendrier électoral. Emmanuel Macron, il aurait eu l'occasion, il dit toujours, il y a ce paquet de réformes institutionnelles qu'on a mis sur la table. Moi, j'aurais bien aimé, mais le Sénat m'en a empêché. François Hollande disait la même chose avant. En revanche, voilà, s'il y avait un vrai volontarisme ou une vraie conscience que c'est un service à rendre à la démocratie, il y a évidemment des moyens par la seule décision du président, donc pas de tout faire, mais de débloquer quand même ce système qui est sclérosé. Si on se dit que Marine Le Pen fait plus de 13 millions de voix et qu'elle pourrait avoir 10-15 députés, voilà, on sent bien qu'il y a un bug. Ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir la porte à une république des partis. En même temps, la république jupitérienne d'essence exclusivement présidentielle avec une majorité le doigt sur la couture, tout le monde sent bien que ça va dans le mur. Mais alors, tu parlais de changement de constitution, c'est aussi arrivé pendant l'entre-deux tours et même avant. Jean-Luc Mélenchon parle de 6ème République, mais d'autres candidats aussi ont émis cette histoire de République. Est-ce que finalement, on arrive à un moment, on pourrait connaître dans les 5 prochaines années un changement de République en France? De République, je ne sais pas, en tout cas de règles institutionnelles, oui, c'est possible. Et c'est une carte que peut avoir Emmanuel Macron, justement. On parlait de la trace qu'il peut laisser aussi avec ce second quinquennat. Ça peut être sur ces sujets-là. On verra jusqu'où il va vouloir aller, quelle tournure va prendre cette commission transpartisane qu'il a promise, justement pour essayer de contourner ce verrou sénatorial sur certains points. Maintenant, les présidents ont du mal aussi à changer une constitution qui favorise aussi, parce que le général de Gaulle l'a voulu comme ça, le président de la République. Ça veut dire qu'un changement institutionnel, est-ce que c'est une vraie réponse aux 24% de l'abstention? En tout cas, c'est une oxygénation de la vie politique. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne se sentent pas représentés par l'offre politique. Même quand ils ont voté, ont l'impression que leurs idées ne trouvent pas leur place dans l'Assemblée nationale avec des groupes majoritaires absolument incroyables. Emmanuel Macron, quand même, il sortait de nulle part en 2017 et il s'est retrouvé avec une majorité écrasante. On a vu pendant le quinquennat que ce n'était pas forcément une source d'enrichissement du programme, qu'il y avait très très peu de débats, que l'Assemblée était ou contournée ou mise sous tutelle. Donc c'est vrai que ça, sans dire que c'est une obsession quotidienne des Français, mais c'est vrai que si on avait le sentiment que la pluralité des expressions qu'on voit au premier tour de l'élection présidentielle donnait un débat fructueux
parfois stérile, parfois tendu, parfois instable, mais en tout cas vivant à l'Assemblée nationale, évidemment que ça ferait du bien. Après, il n'y a jamais de solution absolument idéale, et sûrement que les questions institutionnelles, c'est un va-et-vient entre deux mauvaises solutions ou des solutions qui ont chacune des avantages. Là, on sent bien qu'on est en fin de cycle, qu'on est en fond de cuve, pour le dire un peu grossièrement. Mais voilà, après, est-ce qu'Emmanuel Macron, qui est certes jeune, mais qui n'est pas toujours très moderne, est capable d'avoir ce sursaut? Ça, il faut sonder son âme, et c'est malheureusement pas encore quelque chose qu'on sait faire. Durant cette élection, on a beaucoup parlé d'un problème d'incarnation politique. On a l'impression que les politiques aujourd'hui ont beaucoup moins de charisme. On parle de Jean-Luc Mélenchon comme le seul finalement qui est un peu, parce qu'il est encore tribun. Et pourtant, est-ce qu'aujourd'hui il y a une nouvelle génération de politiques qui émerge? Est-ce que vous-même qui parlez, travaillez sur la politique tous les jours, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle génération qui émerge? En tout cas, Jean-Luc Mélenchon forme une nouvelle génération. Il a formé, depuis qu'il a été au Parti Socialiste, nombre de jeunes responsables politiques qui sont au Parti Socialiste ou chez les écologistes. Delphine Batho a été formée, les gens ne le savent pas forcément, mais par Jean-Luc Mélenchon quand elle était socialiste dans un courant qui s'appelait la gauche socialiste. Là, il l'a fait avec Adrien Quatennens, Mathilde Panot, Manuel Bompard. Donc oui, il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération chez les écologistes. On verra aussi toute la génération climat qui, à un moment donné, peut aussi déboucher sur de l'engagement politique. Certains ont rejoint Jean-Luc Mélenchon, d'autres rejoindront et on rejoint aussi les écologistes. On l'a oublié, mais Julien Bayou, qui dirige les écologistes, le Parti écologiste aujourd'hui, a été un militant pour le mal logement dans la fin des années 2000. Mais à droite, on a connu la Manif pour tous. Certains vont arriver ou arrivent déjà dans le sillage d'Éric Zemmour, et ils ont participé à ces manifestations contre le mariage pour tous. Voilà, les mouvements sociaux ou les mouvements sociétaux, de droite comme de gauche, créent aussi du personnel politique qu'on va découvrir là, peut-être aux législatives et dans le quinquennat qui arrive. Et Jordan Bardella n'a pas 30 ans, hein, donc on sait que on l'a beaucoup vu pendant la campagne, donc le président intérimaire du Rassemblement national. Donc oui, il y a un renouvellement. Après, le vieillissement de la population, il touche aussi la classe politique. L'idée de laisser entre former et faire grimper, c'est une chose. Laisser sa place, c'en est parfois encore une autre. On parle de troisième tour social. Est-ce que finalement, ça serait pas là aujourd'hui? Finalement, la démonstration politique, elle est dans la rue plutôt que dans les urnes, voire même dans les partis politiques. Ce qui est assez intéressant, c'est que le 1er mai, d'habitude, est une date d'entre deux tours, les années électorales. Là, c'était une année post-second tour, le calendrier électoral ayant été avancé. Donc, alors, ce ne sera pas des manifestations monstres, mais en tout cas, c'est une manière déjà de se tester ou de se remettre en marche pour les syndicats à cette date de la fête des travailleurs. Maintenant, on va voir, notamment sur les premières réformes, et c'est tout l'enjeu de ce que veut faire Macron, c'est-à-dire il a parlé de méthodes renouvelées hier, de nouvelles méthodes pour son dernier discours à Albi à Figeac dans l'entre-deux tours. Mais il va avoir cette méthode de concertation avec les syndicats qui n'y avaient pas réussi, et il va falloir se faire violence, parce que le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il dit je concerte, mais à la fin je fais ce que j'ai dit au début. Non, on dit on est élu et après on concerte et on trouve des aménagements à une réforme qu'on avait mis sur la table et qui a été légitimée par les Français. C'est pas on fait accepter la réforme de base à des syndicats en leur disant si, regardez ce que je vous ai préparé est très bien pour vos salariés. S'ils disent non, nous on veut avoir ça et ça comme amendement, il faut aussi les entendre et accepter d'amender un texte et non pas le prendre comme un recul. On l'a vu pendant la réforme des retraites, il avait quand même Laurent Berger comme interlocuteur constructif. C'est quelqu'un qui était aussi pour la retraite universelle, qui mettait simplement un certain nombre de cliquets, de vigilance. Et voilà, et que ce soit Laurent Berger ou Philippe Martinez, le patron de la CGT, les deux ont été piétinés par ce pouvoir avec un sentiment de toute puissance. Après les troisième tours ou les quatrièmes tours sociaux, j'allais dire ça a des bons et des mauvais côtés, parce que c'est de se dire que en France quand même beaucoup se joue à l'élection, et que de la légitimité de l'élection le politique après s'encombre plus tellement. En même temps, c'est quand même assez vivifiant de voir sans fantasmer ou sans voir plus belle que ce qu'elle est, mais ce qu'on peut voir des mobilisations pour le climat par exemple, on sent qu'il y a toute une génération qui a du mal à se projeter dans l'exercice électoral et qui pourtant est pleinement dans l'engagement politique sur des causes, sur des thématiques qui mobilisent. Voilà, il faut arriver à faire la jonction entre une jeune génération qui est quand même plus politisée que ce qu'on veut bien le dire, mais qui a du mal à croire en l'élection. Une dernière chose, beaucoup de gens avaient un coup de déprime
déprime après le premier tour. Mais vous, en tant que journaliste politique, est-ce que c'est pas un moment finalement assez excitant de voir tout ce monde politique qui se reconstruit? Oui, il y a une ouverture. On va voir au législatif ce que ça donne, mais plus qu'il y a 5 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure, on sent que le nouveau monde est peut-être là. C'est peut-être que le Macron 1 était une période de transition entre l'ancien monde et le nouveau monde. On a beaucoup appelé le nouveau monde les nouveaux députés En Marche, en même temps, cette capacité à réunir, comme il disait, les bonnes volontés de droite et de gauche à faire une politique. Là, on voit que la politique, elle est de droite, avec quelques éléments sociaux, mais ça ne fait pas une politique de gauche. Maintenant, on va voir à ce moment-là la capacité de résurrection de la gauche, qu'on annonçait morte et qui peut, sur le papier, devenir la première force d'opposition à Emmanuel Macron aujourd'hui. On va voir ce que va devenir la droite, comment va se composer ou recomposer l'extrême droite, que va devenir Éric Zemmour, qui a été une révélation de cette campagne, et en même temps, il se retrouve vraiment affaibli aujourd'hui à l'orée des législatives. Oui, le côté excitant, c'est peut-être maintenant. Alors peut-être qu'on se revoit dans 2 mois et puis Emmanuel Macron a la plus grosse majorité qui n'ait jamais existé. On changera peut-être de discours. Mais quelque chose s'ouvre et peut se passer aux législatives, oui. En tout cas, tout ce qui peut permettre de dépasser le pas de deux, le mano à mano, le duel entre d'un côté un bloc progressiste, le camp du bien, et de l'autre côté l'extrême droite, le camp du mal, est bénéfique. Si ça peut mettre plus sur la table une urgence sur laquelle chacun s'accorde qu'elle est urgente, sans faire de pléonasme, la question écologique, évidemment que c'est important. Après, quand même, voilà, il ne faut pas minorer. La constante de ces dernières années, c'est, quels que soient les pouvoirs, celui de François Hollande, celui d'Emmanuel Macron, c'est la progression de l'extrême droite, 17,9% en 2012, 41, et quelques hier soir. Donc ça, c'est quelque chose qui doit interroger l'ensemble de la classe politique. Merci Lilian, merci Jonathan. Libellisé continue, même après la présidentielle, pour vous aider à comprendre et décrypter un monde politique en plein bouleversement. Et la meilleure façon de ne rien rater, c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Alors si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisé@libération.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.